Bonjour, bienvenue à tous et toutes, bienvenue dans cette émission spéciale On n'a que l'info qu'on se donne. Bonjour aussi aux étudiants et aux étudiantes qui nous suivent en direct et n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Vous pouvez nous suivre sur UFM, la page Facebook du Mandaneum, du Club de la Presse et bien sûr celle de UFM et bien sûr en rediffusion. On vous mettra tous les liens utiles et toutes les versions longues de tous les extraits qui ont parfois été coupés. Tout est retrouvable sur Internet. Et nous allons bien sûr, je ne suis pas tout seul pour cette émission, je ne parle pas tout seul depuis chez moi, je suis avec quelques compères, en présentiel et en virtuel. Commençons avec les humains bien présents autour de moi, autour de cette table. J'introduis Gaëtan, notre camarade du Mandaneum. Bonjour Gaëtan. Bonjour Denis, et merci de nous accueillir. C'est la moindre des choses, et l'invitation elle vient de toi à la base, on te remercie. Nous avons à ma droite une voix bien connue qui passe assez régulièrement sur UFM, qui est un peu... Elle connaît les maisons, elle fait partie des meubles aussi. Bon, c'est pas les meubles Ikea, elle est quand même de meilleure qualité. Il s'agit bien sûr de Sophie du Club de la Presse. Bonjour Sophie. Bonjour Denis. Merci de réserver un accueil aussi chaleureux à notre projet. Ah bah écoute, pour les bons projets, on est toujours preneurs. Ça, il n'y a pas de souci. Donc Gaëtan et Sophie qui sont les porteurs du projet. On n'a que l'info qu'on se donne. Les amis, je vous fais un petit peu le coup que je fais à tous mes animateurs et animatrices. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? De quoi allons-nous parler? Eh bien, Denis, on va parler d'éducation aux médias. Alors, c'est quoi exactement l'éducation aux médias? Pourquoi est-il important d'en parler en 2020 et après et avant? Quel rôle cela peut jouer pour devenir un citoyen de demain? Des tas de questions auxquelles on va tenter de répondre aujourd'hui avec tous nos invités. Et en particulier, on va parler des algorithmes et des bulles de filtre, pardon. C'est bien cela? Oui, c'est ça, tout à fait. Alors, c'est des termes qu'on connaît un petit peu, mais on ne sait pas trop à quoi ça se rattache. On va essayer d'en discuter aujourd'hui. Et surtout, on va suivre Olga, en fait. Et je vais vous présenter dans un instant Olga, qui est une ado, un peu comme les autres, qui se pose des questions. Ces algorithmes, ces bulles de filtre, où va-t-on les trouver? Est-ce que c'est dangereux, utile? On va aborder tout cela avec nos experts du jour. Mais tout d'abord, je vous présente Olga. Salut, moi c'est Olga. Dans cette société de l'immédiateté et de l'information, je dois avouer que je me sens parfois un peu perdue. Qui sont ces algorithmes qui dictent ma pensée ou qui me disent quelle musique écouter? Est-ce que je fais encore mes propres choix sur Internet? Parfois je me sens un peu enfermée dans une bulle. J'ai l'impression qu'on ne me balance que ce que j'aime. Et donc pour en parler, Gaëtan et Sophie, vous avez créé un projet qui s'appelle On n'a que l'info qu'on se donne. Oui, voilà, et c'est un projet qui est porté donc par le Mandaneum que je représente et le Club de la Presse où travaille Sophie. On a été financé par la cellule de promotion de la citoyenneté et de l'interculturalité de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc l'idée, c'est de mettre autour de la table des experts, de papoter avec des jeunes de 15 à 25 ans et vraiment de dédramatiser ces termes, de discuter avec eux et de progresser ensemble sur la thématique. Et pour parler de tout ça, avec les jeunes et les moins jeunes, parfois, on a imaginé des ateliers, on a créé des outils pédagogiques, il y aura aussi un web documentaire. Et pour réaliser tout cela, on s'accompagne de pas mal d'experts. Les experts, pas à Miami, mais les experts à Mons en studio de UFM. Donc les experts, nous avons notamment Florence, que je présente à la caméra que vous voyez en ce moment même, magnifique. Bonjour. Florence qui est autour de la table et va rester avec nous pendant toute l'émission, elle est notre fil rouge. Bonjour Florence. Bonjour Denis, bonjour tout le monde. Je suis ravie d'être votre fil rouge aujourd'hui. Je t'en remercie. Mais écoute, je vais te demander comment voudrais-tu te présenter toi-même à nos auditeurs et auditrices? Alors, moi je m'appelle donc Florence, ça revient de le dire, mais je travaille pour une ASBL d'éducation aux médias qui s'appelle Action Média Jeunes. Donc on est une ASBL basée à Namur, mais on va partout, en Wallonie, à Bruxelles, pour faire de l'éducation aux médias avec des jeunes. Alors pour nous, la chance, c'est que les jeunes, c'est entre 3 et 35 ans. Donc c'est quand même super large. On est encore jeunes. Et on est, oui, enfin vous êtes encore jeunes, mais ça nous permet donc de faire... Plus moi, mais je ne dirai rien. Voilà, ça nous permet de faire des projets variés avec de multiples médias. Donc évidemment, on parle des médias traditionnels, la radio, la télé, la presse écrite et Internet, mais on aborde aussi d'autres sujets importants, comme les jeux vidéo par exemple. C'est vraiment un sujet qui a son importance aussi, qui a bien sûr des liens avec les médias. Et notre but, avant tout, c'est de déconstruire tout ça. Donc de déconstruire les choses afin d'amener les jeunes à avoir un point de vue critique, un recul critique sur ces médias tellement importants dans leur quotidien, dans notre quotidien aussi d'ailleurs. La construction, la déconstruction, vous construire un esprit critique, donner des outils, une mallette d'outils, on y reviendra par après, puisqu'on va parler aussi de mallette pédagogique.
Nous avons aussi des intervenants à distance. Nous aurons tantôt Martin Culot de Média Animation, donc, que tu connais, Florence, en l'occurrence. Victor Houillard, un jeune chercheur à l'université dans le groupe Algo Opinion. Et Mathéus Kukulka, qui sera notre Digital Jedi. On va lui faire un petit coucou. Bonjour Mathéus. Bonjour Mathéus. Salut. Ah, on ne t'entend pas Mathéus. Bonjour à tous. Ah, un peu plus fort, s'il te Bonjour, plaît. bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà. Comment vas-tu? Je vais très bien. Voilà. Très bien, je suis à la maison, tranquille. Bien tranquillement depuis chez lui. Donc Mathéus qui interviendra plus tard dans l'émission. Et nous allons commencer donc avec un premier extrait de l'éducation aux médias. Qu'est-ce que c'est? Oui, alors c'est vrai que quand on évoque l'éducation aux médias, on ne sait pas tout à fait ce que ce terme recouvre. On ne sait pas toujours ce que ça veut dire, ni qui ça concerne exactement, ça paraît un peu flou. Et notre copine Olga a appelé Martin Culot de Média Animation, dont on parlait, pour lui demander son avis. L'éducation aux médias, c'est avant tout réfléchir en fait au support, réfléchir à ce qu'on voit, réfléchir un peu aux infos qui arrivent, que ce soit sur son fil Instagram, que ce soit sur son fil Twitter ou même d'une certaine manière quand Netflix nous fait des recommandations. L'éducation aux médias, c'est réfléchir à tout ça. Et en fait, on a l'impression que les médias, ils sont là naturellement. On a l'impression que les vidéos, elles apparaissent et elle s'offre à nous en fait comme si ces médias étaient tout à fait naturels, mais en fait non, ce sont des constructions, ce sont des objets, ce sont en fait des messages qui parfois ont des intentions, veulent t'amener quelque part, parfois juste t'amener à cliquer. Et donc l'éducation aux médias, c'est avant tout réfléchir en fait à qu'est-ce que c'est que ces médias, comment ils sont construits, et c'est pas forcément te dire si c'est bien ou pas bien, si c'est mal, mais plutôt t'amener à penser tout ça et à te dire mais tiens, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'affiche et comment est-ce que moi je peux aussi produire quelque chose. Je travaille à Média Animation et on a un petit peu deux publics en fait. On est au niveau des profs, on fait des formations d'enseignants, donc si tu veux on est prof de prof. Et en fait nous on tente de répondre à la question, comment faire preuve d'un peu de pensée critique par rapport à tous ces médias. Et par rapport à ça, il y a des enseignants qui n'ont pas forcément la formation là-dessus, ou il y a des enseignants qui veulent travailler ça et qui ne savent pas du tout par où commencer, quoi faire, les erreurs à pas commettre. Et donc, comment est-ce qu'on peut travailler là-dessus? Mais à côté de ça, on ne travaille pas qu'avec les enseignants, on travaille aussi en fait avec des groupes de citoyens, avec des gens qui sont dans des foyers communautaires ou qui se réunissent et qui veulent produire des films, qui veulent produire des capsules, qui veulent faire de la radio et qui en fait veulent s'émanciper en créant eux-mêmes des médias et en disant en fait nous on n'est pas juste passifs, on n'est pas juste des consommateurs de médias, on veut nous aussi produire des médias citoyens, on veut réfléchir et on veut prendre une place active dans la société. Alors Florence, toi qui travailles chez Action Média Jeunes, avec des jeunes comme le nom l'indique, on vient d'entendre Martin qui travaille avec un public plus âgé, d'enseignants, de citoyens. Quand on dit éducation aux médias, est-ce que ça n'effraie pas un petit peu les jeunes que tu rencontres? Alors, les jeunes, pas spécialement. J'ai l'impression que ça effraie parfois un peu plus les adultes qui se disent, tiens, éducation aux médias, mais c'est quoi? On va faire quoi? Voilà. Les jeunes, finalement, sont très, très ouverts quand on arrive avec une idée d'éducation aux médias. Et vraiment, cette perspective à la fois déconstruction, d'analyse et puis de production, dont vient parler Martin à l'instant, c'est vraiment quelque chose qui permet de rendre les choses concrètes. En disant, voilà, on part d'un média que tu connais, on voit comment ça fonctionne. Et nous, notre perspective serait vraiment de dire, après, on va le créer nous-mêmes, on va être actifs pour mieux comprendre le fonctionnement. Parce que quand on dit éducation aux médias, ce terme-là, est-ce qu'il ne faudrait pas revoir et l'appeler plutôt dialogue autour des médias? Pourquoi pas? C'est vrai que j'y avais jamais pensé. C'est vrai que dans les différents documents sur lesquels on se repose, par exemple venant du CESEM, quand on discute avec Média Animation, c'est vrai qu'on parle d'éducation aux médias. Le terme éducation, je pense vraiment, amène vraiment pour nous l'idée, et pour Média Animation aussi, j'en suis sûre, l'idée d'accompagnement aux médias. Donc par rapport à ce que tu dis, dialogue, moi je me dis alors pourquoi pas accompagnement aux médias. Oui, bien sûr. L'idée de se dire, voilà, on ne veut pas vous imposer une vision de ce que vous devez penser par rapport aux médias, mais on veut vous apporter un accompagnement pour que vous puissiez vous-même vous faire votre propre opinion en étant renseigné par rapport à ça. Et donc, très concrètement, comment est-ce qu'on fait de l'éducation aux médias avec les jeunes aujourd'hui en 2020 ? Alors, on fait plein d'éducation aux médias de plein de manières différentes.
En 2020, on peut faire de l'éducation média, par exemple, avec des jeunes de primaire. Je peux parler de plusieurs Mais ça âges. commence très jeune alors. Ouais. Oui, ça commence très jeune. Écoute, on a déjà fait en maternelle, si je peux commencer par là, avec un travail sur les émotions, par exemple, véhiculées dans les dessins animés, et essayer de les reconnaître, essayer de pouvoir aussi encadrer l'usage des écrans des tout petits, et qui nous expliquent déjà ce qu'ils voient, ce qu'ils comprennent. Donc on en fait également en primaire, alors que ce soit nos animations un peu phares de ce que nous on appelle les web en classe, c'est-à-dire pour répondre vraiment à une demande importante des enseignants, enseignantes et des jeunes, de l'accompagnement des premiers pas sur les réseaux sociaux, donc se poser des questions par rapport à son identité numérique, par rapport au droit à l'image, à des problématiques comme le cyberharcèlement. On nous appelle vraiment beaucoup pour cette problématique-là, donc on essaye d'apporter un point de vue positif et vraiment de se dire, et qui ne soit pas anxiogène, et de se dire comment tu peux utiliser tous ces réseaux sociaux, tous ces médias qui sont vraiment fantastiques, mais les utiliser de manière sereine, raisonnée, citoyenne, par exemple. Avec des plus grands, donc en secondaire, on fait plein de choses aussi. On leur parle d'algorithmes, par exemple. Oui. Voilà. On va nous occuper aujourd'hui. Exactement. Donc, on a par exemple une animation où on les invite à se mettre dans la peau d'un algorithme. À se dire, voilà, et si toi, tu étais un algorithme, par exemple pour YouTube, comment tu fonctionnerais? Tu mettrais quoi en avant? Et du coup, les choix que tu fais, de quelle vision sont-ils porteurs? Et qu'est-ce que ça change pour les gens, etc. Donc voilà, écoute, on forme aussi des adultes, enfin on accompagne plutôt, je préfère le terme accompagnement, on accompagne des adultes qui sont eux-mêmes des encadrants jeunesse pour voir comment justement accompagner les jeunes et parfois mieux comprendre leurs usages aussi. Parce qu'on a parfois tendance en tant qu'adulte à ne pas se remettre en question dans nos usages à nous et à ne pas se rendre compte non plus que les jeunes ont des usages qui sont différents des nôtres et que ce n'est pas parce qu'ils sont différents qu'ils sont moins bien. Ça mérite vraiment tout notre intérêt auprès des jeunes qu'on fréquente, quoi. Et parfois tu travailles avec nous et on aura un chouette atelier à présenter en fin d'émission. Tu l'évoquais, tu parlais d'algorithmes, de bulles de filtre. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on connaît de nom, mais on ne sait pas trop à quoi ça correspond exactement. Et ce que je vous invite, c'est de réécouter Martin Culot. On lui a demandé est-ce que les algorithmes et les bulles de filtre sont présents dans l'éducation aux médias. On est évidemment de plus en plus amené à parler des algorithmes et des bulles de filtre. Vraiment la question en fait qu'on en vient à se poser, c'est est-ce que ces bulles de filtre sont déterminantes ou non à notre consommation de l'actu, quoi. Pour le dire autrement, est-ce que ma vision du monde est forgée par les algorithmes des GAFA? Et donc ça c'est donc les GAFA, donc Google, Amazon, etc. Et en fait, la question qui fascine pas mal les gens, c'est de savoir si effectivement on est déterminé par ces algorithmes. Et c'est ça, c'est un peu ça, si tu veux, l'enjeu de la question. Donc oui, on en parle évidemment, et même les gens sont intéressés par ça, ne fût-ce que quand tu te dis, tiens, sur YouTube, quelles sont les vidéos recommandées, qu'est-ce qu'on va me proposer, comment est-ce qu'en fait est pensé l'algorithme de YouTube pour arriver à jouer sur le référencement, et tout ça, c'est des questions que beaucoup de gens se posent, quoi, évidemment. Petite parenthèse, il faut savoir que toute l'interview de Martin, parce que vous avez entendu quelques extraits, mais on a dû couper dans une conversation qui a été bien plus longue, bien plus enrichissante. Donc si toutes les ressources vous intéressent, vous pouvez les retrouver sur le site olthem.be, donc olthem.be, je répète, olthem.be, pour retrouver l'ensemble des intervenants dans leurs propositions et leurs discussions plus longues. Voilà. Alors, un petit point intéressant, c'est qu'on parle d'algorithmes, on parle de bulles de filtre, mais ceux qui nous écoutent se demandent peut-être ce que c'est, parce que ce sont des termes qui résonnent de façon peut-être un peu barbare. Denis, je pense que tu as appelé Victor Houillard, lui il est chercheur, et il nous explique de façon très simple ce que sont les algorithmes. Alors, un algorithme, c'est tout simplement une série d'opérations, une série d'instructions simples qui permettent de résoudre un problème. Souvent, on donne l'analogie de la recette de cuisine. Une recette de cuisine, c'est un début, une série d'instructions, mélanger la pâte, faites ceci, faites cela, et puis à la fin, on obtient une crêpe, une galette. Donc, un algorithme, une recette de cuisine est un algorithme, mais tous les algorithmes ne sont pas des recettes de cuisine, évidemment. Et ceux qui nous intéressent, ce sont ceux qu'on retrouve sur le web et qui sont à peu près partout sur Internet, et notamment sur les réseaux sociaux. Alors en parlant de réseaux sociaux, je pense qu'il est l'heure à ce stade dans l'émission d'accueillir notre Digital Jedi.
Non mais tu te prends pour un Jedi ou quoi? C'est l'accueil. Bonjour Mathéus. Bonjour. Bonjour. Alors, Bonjour. tu es Digital Jedi. Est-ce que tu peux te présenter? C'est quoi un Digital Jedi? Un Digital Jedi, c'est le nom que j'ai trouvé pour réunir de manière, je sais pas, imager ce que je fais, puisque quand on me demande ce que je fais comme métier, je sais jamais. Je suis parfois prof, parfois journaliste, parfois formateur, parfois community manager, parfois copywriter, parfois je fais la communication de crise, mais tout est autour des réseaux sociaux. Et donc, le côté digital et le côté Jedi, c'est parce que c'est un film qui a bercé mon enfance, mon adolescence, et les Jedi, ils savent un peu tout faire, donc voilà, c'était un peu... Ok, un Jedi avec plein de casquettes. Moi, quand j'ai entendu Digital Jedi, je me suis dit que tu étais peut-être un chasseur d'algorithmes. Et du coup, peut-être que tu pourrais nous préciser où on peut trouver des algorithmes et à quoi servent-ils. Mais en fait, on trouve des algorithmes dans tout, comme le disait l'intervenant Victor juste avant, c'est-à-dire que les algorithmes, c'est ce qui meut la plupart des sites internet, c'est des formules mathématiques qui disent tiens, quand je fais ça, il se passe ça, quand il se passe ça, il se passe ça. Et donc, l'idée, en tout cas, si on parle des réseaux sociaux, c'est finalement que les gens, quand ils sont sur un réseau social, leur vie soit facilitée. C'est-à-dire que tout à l'heure, on parlait de Netflix. Netflix, si jamais il n'y a pas d'aide au choix, déjà même avec l'aide au choix, c'est compliqué de trouver ce qu'on veut. Et en fait, l'idée, c'est qu'eux estiment que si c'est trop compliqué, les gens n'utiliseront plus le site. Et donc, des algorithmes sont mis en place pour faciliter la vie. Au départ, sur Facebook, où il n'y avait pas d'algorithme, donc il y a maintenant, ça date il y a plus de 10 ans, sans algorithme, en fait, vous aviez tout l'un à la suite de l'autre. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que, en fait, à un certain moment, les gens sont partis parce qu'ils voyaient, par exemple, ils avaient suivi telle ou telle personne, et ne voyaient que les contenus qui les intéressaient pas. Par contre, les contenus qui les intéressaient, ils les voyaient plus. Ils les voyaient plus parce qu'ils étaient en fait noyés. Voilà, si vous suiviez le Soir ou la Libre qui publiait énormément d'articles, et vous aviez votre copine qui publiait un article par semaine, vous ne voyez plus jamais cet article de votre copine. Pourquoi? Parce qu'il se trouvait dans une espèce d'océan de contenu, et en fait, il ne sautait plus à vos yeux. Ok. Alors, reste bien avec nous. On va continuer de parler de tout ça dans un instant. Oui, parce que l'autre concept qui est un peu lié, et même beaucoup aux algorithmes, quand on parle des algorithmes, on parle aussi des bulles de filtre. Alors, qu'est-ce que c'est? De nouveau, c'est un terme un peu flou. On a beaucoup entendu parler de bulles, de ces temps-ci, mais il ne s'agit pas tout à fait de la même chose. Et Victor Houillard va nous donner une petite définition. Une bulle de filtre, en fait, c'est un concept qui a été développé par quelqu'un aux États-Unis qui s'appelle Elie Pariser et qui, en fait, tente de mettre en évidence un certain isolement intellectuel dans lequel on pourrait se retrouver sur les réseaux sociaux. Donc, en fait, la manière dont les réseaux sociaux sont construits nous pousserait un petit peu à nous retrouver comme ça dans des bulles différentes. Et on a utilisé ce concept principalement pour décrire des choses telles que les élections de Donald Trump ou le Brexit, donc la séparation du Royaume-Uni de l'Europe, en disant, en fait, on n'a pas vu venir ça parce qu'en fait, les républicains étaient dans une bulle, donc à gauche on était dans une bulle, à droite on était dans une autre bulle, les experts étaient dans leur bulle, et donc personne n'a rien vu venir en fait. Personne n'a rien vu venir et c'est l'occasion pour nous de revenir un peu sur un débat. Nous avons tous les intervenants qui sont ici autour de la table. Le cadre est posé, les termes ont été explicités. On espère que vous, de l'autre côté aussi, vous y voyez un peu plus clair. Et maintenant, c'est un peu l'occasion, je trouve que c'est vraiment le moment de débat où chacun va pouvoir expliciter, correspondre. Et là, j'espère que la parole va bien circuler entre vous. En tout cas, nous sommes partis. Donc, aussi, dans ce débat, nous mettrons aussi quelques inserts de jeunes que nous avons interviewés. Nous avons fait une sorte de micro-trottoir avec version web, Covid oblige. Merci à eux déjà. Oui, on les remercie, parce qu'on a voulu aussi éviter d'avoir le point de vue biaisé que de quelques personnes qui sont dans les médias, qui sont dans cette bulle. Parce qu'on parle de bulle, justement, il est bien d'en sortir aussi et de se confronter à des propos de personnes qui sont novices, expertes ou en méfiance vis-à-vis de ces bulles et de l'information. Vous réagissez quand vous voulez. La parole est libre, je suis un peu l'arbitre à ce niveau-là, rassurez-vous, je compterai les balles même si elles touchent la ligne, je ne suis pas ce genre d'arbitre. Vous réagissez et en tout cas, voilà, je pense, on va commencer peut-être par Sophie. Oui, alors Mathéus et Florence, de manière générale, on en a parlé un petit peu, mais est-ce que vous pensez que ces thématiques des bulles de filtre et des algorithmes ne concernent que les jeunes? Florence peut-être.
Ah non, moi je suis persuadée que non. Non, je suis persuadée que c'est vraiment quelque chose qui touche toutes les personnes qui utilisent un média ou autre chose où il existe un algorithme. Mathéus l'a dit tout à l'heure, des algorithmes, il y en a dans plein de choses. Quoi. Je pense bêtement à ma machine à laver quand je programme telle température pour tel vêtement, ben voilà, il y a un algorithme qui a décidé. Enfin, on s'éloigne, c'est pas les réseaux sociaux. Mais voilà, quand Petit conseil pour laver ses vêtements, c'est toujours utile. Petit conseil de la ménagère. Non, pas du tout. En fait, vraiment, les adultes utilisent eux-mêmes beaucoup les réseaux sociaux. Les adultes vont aussi sur Netflix et donc eux aussi sont confrontés à ce genre de choses-là. Et il n'y a pas si longtemps, j'ai parlé avec Thomas de Média Animation, qui m'expliquait que lui, comme il fait beaucoup d'animation pour des seniors, c'est un sujet qui interpelle et qui inquiète beaucoup les seniors, par exemple. Oui. Donc c'est vraiment encore une preuve que oui, effectivement, ça touche les jeunes, mais que c'est un sujet qui, selon moi, doit intéresser tout le monde. Mathéus, ton avis par rapport à ça ? Mais moi, mon avis, c'est qu'on est dans de beaucoup plus grandes bulles qu'avant. C'est-à-dire que le problème de bulles de filtre, c'est pas un problème lié à Internet. Bien avant Internet, les bulles de filtre étaient là, sauf qu'elles étaient toutes petites, les bulles de filtre. C'est-à-dire qu'on écoutait peut-être la radio le matin avec ses parents ou en famille, puis en fait, on allait travailler la journée, et le soir, on regardait les JT, on lisait peut-être un journal, et en fait, l'information, elle venait là. C'est aussi comme ça que avant Internet, la proportion de gens qui votaient pour les mêmes partis ou les mêmes personnes que ses parents était immense, et en fait ça diminue. Alors je ne dis pas que ces bulles de filtre ont disparu, mais avec Internet ça s'ouvre. C'est-à-dire qu'avant on avait un entourage proche qui était beaucoup moins large que maintenant, et en fait notre bulle elle était là, elle était vraiment petite, et donc maintenant avec les réseaux sociaux, alors évidemment on travaille sur cette bulle de filtre aussi parce que l'idée c'est de ne pas avoir que des contenus qui ne nous intéressent pas, et donc qu'on ne soit pas en fait non intéressé par un réseau ou un site internet, puisqu'en fait il nous montre que des choses qui ne nous intéressent pas, et donc après évidemment on se retrouve parfois beaucoup avec les mêmes personnes, mais en fait quand on regarde, il y a pas mal d'études qui ont été montrées là-dessus, c'est qu'en fait on est plus confronté avec des avis contraires sur Facebook que finalement que dans la vraie vie, parce qu'en fait dans la vraie vie on va pas voir des gens avec qui on n'est pas d'accord et passer la moitié de la journée avec eux. En fait on va voir ses potes, on va voir sa famille, on passe son temps, et en fait on va dans des bulles, donc c'est un truc très humain de se retrouver dans des choses avec lesquelles on s'entend. Alors oui, on se confronte, mais on passe pas sa journée à être en désaccord avec des gens. Non. En fait Facebook et les réseaux sociaux, c'est un peu une hyperbole de ce qui se passe dans notre vie. On n'a pas envie du matin au soir que quelqu'un nous dise non, je suis pas d'accord avec toi. Et c'est ça, il y a un côté très plaisant à rencontrer des avis similaires aux siens, les goûts qui sont un peu pareils. Au-delà de plaisant, c'est-à-dire que je pense que la plupart des gens n'en ont pas envie. C'est une question de pas parce que ça leur plaît, c'est que voilà, on avance dans la vie, on est comme ça. Et donc, en fait, dans Facebook, d'ailleurs, c'est assez drôle, c'est que des gens disent en même temps qu'on est dans des bulles de filtre, mais en même temps, on entend plein de gens qui disent ouais, dans mon Facebook, il y a des gens qui disent que des conneries, je vois que de la merde. Donc, ça veut dire quand même qu'on se retrouve dans une bulle qui n'est pas vraiment une bulle qui nous, en tout cas, qui nous convient. Puisque au final, beaucoup de gens se plaignent du contenu qu'ils voient. Donc, s'ils se plaignent du contenu, c'est que le contenu n'est pas tout à fait à leur goût. Si d'ailleurs, en parlant d'un algorithme, je pense que on devrait vraiment en parler. C'est celui de TikTok qui lui est très efficace et qui revient à vraiment à vous donner ce que vous voulez en vous proposant de temps en temps des choses que vous ne voulez pas. Quand on compare sur Facebook et sur TikTok, on peut se dire que les Américains sont pas terribles en algorithme et que les Chinois sont bien plus forts. Est-ce que vous pourriez tous les deux nous donner des exemples de bulles, de filtres et d'algorithmes, Florence ? Oui, alors un exemple de bulle de filtre, j'ai un exemple bien précis mais qui est imaginaire. Je sais pas si vas-y. Tu vois, on avait discuté de l'idée de est-ce que si tu étais un algorithme, à quoi tu servirais ? Et après je me disais, écoute, moi il y a un truc qui me pose vraiment problème en ce moment, c'est que je sais pas, j'ai l'impression que je mange toujours la même chose. Donc je m'étais dit, peut-être que ce serait sympa qu'il y ait un algorithme qui existe et qui part de ce qu'il y a dans mon frigo, dans mes armoires, dans les magasins autour de chez moi, parce que j'aime bien aller dans certaines épiceries tout près de chez moi, etc. Et l'algorithme pourrait générer des recettes en disant, voilà, tu peux faire ça ce soir et tu dois juste aller dans tel et tel magasin. Et j'expliquais ça donc chez moi, mon idée pseudo-révolutionnaire. Et là, on me dit, oui, mais tu te rends compte, après, on va manger toujours la même chose. Et on va se contenter vraiment de ce qu'il y a dans la rue d'à côté, à savoir 3 magasins, c'est une chance, mais bon, voilà.
et comment on va découvrir des nouveaux restos ou des nouvelles saveurs ou des nouvelles épices. Et je me suis dit, mais bingo, parfait, on vient d'illustrer très facilement ce qu'est la bulle de filtre, une métaphore alimentaire, ça fait toujours plaisir. Oui, c'est vrai. Et de se dire, ben voilà, finalement, ça c'est l'exemple auquel j'ai pensé en me disant, ben oui, des exemples, il y en a tout plein à donner dans la vie qui existent, mais parfois une manière hyper simple de l'expliquer, c'est juste ça. De se dire, ben, il y a le côté hyper pratique, hyper utile de, voilà, ça me facilite le quotidien et par rapport à toutes ces informations qui sont énormes et où je ne sais pas faire le tri moi-même, j'ai besoin d'une aide d'intelligence artificielle qui me guide, qui m'oriente et ça, c'est super chouette. Mais à côté de ça, c'est bien de prendre le recul critique en se disant, ouais, mais est-ce que du coup, je ne me limite pas le champ? Est-ce que malgré tout, je ne reste pas dans ma zone de confort, comme on le disait juste avant, avec ces fameux biais de confirmation qui se disent on est humain, c'est normal, ça me rassure de rester dans le même, dans le même champ. Et donc à t'écouter, en fait, il y a des aspects un peu positifs quand même aux bulles de filtre et aux algorithmes en tout cas, et il y a des aspects plus négatifs. Oui, tout à fait. Okay. J'ai vraiment l'impression que les deux coexistent et que voilà, les diaboliser à outrance, ben, ça ne sert pas la cause et c'est pas faire preuve d'esprit critique du coup, vraiment justement, mais de se dire que voilà, moi ce qui me paraît vraiment important, c'est de se pencher sur l'aspect critique des choses. Vraiment. Mathéus, tu partages cet avis du côté un peu positif des algorithmes, on l'a entendu dans ce que tu racontais tout à l'heure, mais un peu parfois du négatif ou en tout cas des points d'attention. Mais en fait, c'est comme pour tout, rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir. Je pense que, pour le positif, je pense qu'Internet sans les algorithmes serait en fait atroce. Et on serait, enfin, il y a tellement d'informations que si on n'est pas aidé d'une manière ou d'une autre, ce serait en fait illisible et on serait vraiment, c'est comme si on vous lançait au milieu de l'océan et qu'on disait allez hop, trouve une baleine et en fait on la trouverait jamais parce qu'on n'est pas dans la bonne partie des océans. Et donc il y a ça, mais évidemment après et c'est là qu'on en revient aussi à la thématique, c'est l'éducation aux médias. Je pense que l'utilisation des réseaux sociaux et donc de la compréhension globale de leurs algorithmes fait qu'on peut comprendre. Moi par exemple j'ai un Facebook que je trouve très chouette, mais je vois plein de choses qui ne m'intéressent pas profondément, mais ça veut dire que moi je cultive le fait que dans mon algorithme, j'aille commenter des choses que je n'aime pas pour que Facebook me les remonte, mais comme ça j'ai une espèce... Mon Facebook c'est un journal télévisé, ça veut dire où on a des thèmes qu'on aime bien, des thèmes qu'on n'aime pas mais qui font partie de l'actualité et qu'il faut quand même voir. Et donc comme j'interagis beaucoup avec différents thèmes, moi je les ai, et donc je n'ai pas que des choses que j'aime dans mon Facebook ou dans mon compte Twitter, mais j'ai des choses que je pense qui doivent être vues et donc au final j'ai des réseaux très intéressants parce que j'interagis. Et ça c'est par exemple un des problèmes de ces algorithmes, c'est que pour qu'ils soient finalement efficaces, il faut avoir des interactions. Et donc on a ce côté où avec plus j'ai d'interactions, plus les réseaux sociaux en apprennent sur moi. Donc c'est sûr que là il y a un effet pervers, mais c'est sûr, voilà, moi je dis jamais tiens dans mon Facebook je vois que de la merde. Moi tous les jours dans mon Facebook je vois des trucs qui m'intéressent, je vois des choses qui me font apprendre des choses, je rigole, je vois des trucs atroces mais qui quelque part je suis content de les voir parce que comme ça je sais que ça existe. Parce que ce côté bulle où on s'enferme, c'est pas que on a parlé de ça quand il y a eu les élections en 2016 et que Donald Trump a été élu et qu'on a dit qu'il y a des gens qui étaient restés dans des bulles et qu'ils avaient voté pour Trump et qu'ils voyaient rien d'autre, qu'on savait pas où ils étaient. Moi, je connais des gens qui sont ultra diplômés et qui en fait ne savent plus rien de ce qui se passe en Belgique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, eux, ils suivent la pêche sous-marine, ils suivent, je sais pas moi, le code et autres. Et en fait, ils ont tout coupé, tout le reste. Ils ont plus aucune. Et donc, ça, c'est une bulle même qui se sont créées. Ça veut dire que eux coupent pour ne pas recevoir d'informations plus globales. Mais c'est eux qui coupent et ils n'utilisent plus Facebook parce que Facebook, mine de rien, sauf si vous avez que des amis qui sont dans un seul domaine, c'est difficile de ne pas avoir des informations que vous n'aimez pas. Vous avez toujours bien Facebook qui vous montre qu'un copain a commenté chez un truc, chez un tel. Voilà, donc vous avez dans Facebook, parce que c'est celui qui est le plus utilisé, c'est pour ça que je prends cet exemple-là, vous avez une espèce de votre tunnel que vous créez. Si vous êtes militant altermondialiste, c'est sûr que vous allez voir des ONG, des autres alters, mais ça va être difficile quand même de ne jamais avoir autre chose. Et Et si on adhère aux théories du complot, les fameuses théories du complot, est-ce que vous pensez tous les deux que les bulles de filtre et les algorithmes peuvent renforcer les croyances et les théories du complot ? Oui, j'ai l'impression. C'est marrant ce que disait Mathéo juste avant.
ça me fait penser, l'intervention d'encore avant, ça me fait penser au principe de l'habitus de Pierre Bourdieu, qui dit finalement que la bulle, elle préexiste à Internet. C'est vraiment, déjà au quotidien, on est un peu prédéterminé par le milieu social duquel on vient, par les gens qu'on fréquente, etc. Et que finalement, certains algorithmes sont conçus pour renforcer ça. Et donc, finalement, il y a une situation préexistante et un algorithme qui vient renforcer cette situation. Et donc, du coup, on se retrouve dans cette situation où si on n'entraîne pas, entre guillemets, son algorithme à voir d'autres choses, si on ne se rend pas curieux en sortant de son terrain tout à fait connu, eh bien, on peut se retrouver à avoir des avis qui convergent toujours avec le nôtre. Et donc, une personne qui adhérerait à certaines théories du complot ne penserait peut-être pas à rendre son algorithme curieux, si on peut dire, et à se confronter à d'autres sources, à lire d'autres choses, à faire l'effort, parce que finalement, c'est un effort d'aller voir ce que pense l'autre et d'essayer de comprendre comment il pense. Ça, c'est quand même une démarche qui est pas facile. Eh bien, du coup, oui, je pense que dans ce cadre-là, avec toutes les précautions que je viens de dire, on peut s'imaginer que la théorie du complot peut prendre toute son ampleur dans ce cadre-là. Mathéouche, tu penses qu'il y a un lien évident entre les deux ? Oui, plus qu'évident. D'ailleurs, c'est pas pour rien que tout doucement les réseaux sociaux commencent à essayer de casser cette dynamique, en tout cas sur des thématiques comme le complotisme. C'est-à-dire que je me rappelle plus du média, mais aux États-Unis, il y a des médias qui ont vraiment fait le lien entre le complotisme et YouTube, par exemple. Il y a eu l'exemple, c'est-à-dire que les gens regardaient des vidéos de complotistes. Tout d'abord, parfois tu peux regarder parce que tu tombes dessus par hasard, parce que tu te poses une question. Le problème, c'est que derrière, toutes les vidéos qui allaient avec, et donc il y a une prise de conscience, enfin en 2020, des réseaux sociaux qu'il faut peut-être, en tout cas sur certaines thématiques, essayer de casser ce tunnel créé. C'est comme je le disais avant, je parlais des haltères, mais c'est sûr que les complotistes, ils vont voir, plus on va voir des vidéos complotistes, plus on va interagir sur des pages complotistes et autres, on verra de plus en plus de contenu. Alors, il y aura aussi d'autres contenus qui vont être sur les côtés, mais qui vont clairement être qui vont arriver moins souvent. Et donc oui, il y a une véritable problématique à ce niveau-là. Le problème, c'est que tous les GAFAM, ce sont des plateformes qui sont américaines. On peut préciser juste les GAFAM ? Alors, donc c'est Google, Apple, Facebook, Amazon et tous les grands. Microsoft. Voilà, tous les grands, les géants. Les géants, ils sont tous américains et donc ils sont tous régis par la législation américaine. Et donc aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle le free speech, qui est la liberté d'expression, mais la liberté d'expression aux États-Unis, elle est quelques crans au-dessus du nôtre. C'est-à-dire que aux États-Unis, vous n'avez pas de problème à vous promener en costume nazi dans la rue. Ça, voilà, vous avez le droit de vous exprimer. Qui chez nous passerait à moins bien, ce serait même vu comme un délire, rappelons-le. Pardon ? C'est un délire, rappelons-le chez nous. Oui, c'est ça. Oui. Voilà, et donc c'est assez différent. Et donc il se trouve aussi que sur les plateformes, il a fallu plus de temps pour passer au-dessus de cette barrière du free speech, pour que les plateformes se sont vraiment pendant des années cachées. Oui, mais non, les gens ont le droit de s'exprimer. On est aux États-Unis. Et en fait, l'élection de Donald Trump et tout ce qui a été le flot de fake news de la campagne de Donald Trump et les fake news qui ont suivi après, ont, à force de plaintes d'associations américaines, commencé ces dernières années à faire réagir les différentes plateformes qui commencent tout doucement à mettre des règlements pour que justement, d'abord il y a une partie du discours complotiste et autres qui disparaissent d'une manière ou d'une autre des plateformes, mais aussi ils essayent de travailler sur leurs algorithmes. Alors, le résultat n'est pas encore tout à fait là, mais il y a une prise de conscience et donc on va voir dans les prochains mois, dans les prochaines années, comment ça va... Une forme de régulation, en quelque sorte. Oui. Voilà. Je voyais aussi récemment que, justement, pour passer sous le radar de la régulation, maintenant, c'était via les applications de messagerie que les théories complotistes commençaient à circuler. Qu'est-ce qu'on doit faire, Florence ? Est-ce que tu penses qu'il faut réguler plus ? Alors, c'est une bonne question. Je lisais justement quelque chose là-dessus qui disait qu'effectivement, quand les théories du complot circulent via des messageries privées, eh bien, ça devient quand même très difficile de les démentir. Il y a, je pense que ça s'appelle la loi de Brandolini, quelque chose comme ça, qui dit que tu mets beaucoup plus d'énergie à démentir une rumeur qu'à la créer. J'ai appris ce terme hier. Ben voilà, parfait.
Mais oui, mais je trouve la question complexe quand même, parce que se dire qu'on va réguler sur des messageries privées dans cette optique très louable de maîtriser un peu les théories du complot, c'est chouette. Mais alors, quelles limites mettre à la vie privée et tout à fait, et au fait d'aller voir oui. dans les messages des gens. Donc, je n'ai pas de solution à vous proposer là ce matin. Mais par contre, oui, je trouve que le sujet est interpellant. Alors, toi, Mathéouche, tu as été journaliste et tu es enseignant aussi. Oui. Mais moi, je veux bien répondre à cette question. Ah oui, vas-y. Parce que donc, il faut savoir que ce problème de messagerie a été central dans l'élection de Jair Bolsonaro. Voilà, Jair Bolsonaro, donc qui est le président du Brésil. J'ai vu justement, je crois que c'est La Fabrique du mensonge, ou je ne sais plus exactement. J'ai vu un documentaire il n'y a pas très longtemps où on voit qu'au Brésil, le WhatsApp a été au centre de l'élection de Jair Bolsonaro. Tout à fait. Où ils ont envoyé des milliers, c'est pas des millions de messages directement aux gens, et donc justement WhatsApp aussi est interpellé parce que voilà, ils se retrouvent. Ils essayent de trouver des solutions sans intervenir dans l'application, ou par exemple on ne pourrait plus, avant on pouvait avoir un numéro WhatsApp et avoir un groupe WhatsApp où il y avait un nombre illimité de personnes. Ils sont en train de réduire ça, donc ils essayent de trouver des solutions. De nouveau, ça va être la même chose, ça ne va pas être parfait. Et donc l'idée, c'est sans intervenir et donc sans écouter les gens, c'est d'ailleurs ce que WhatsApp ne peut pas faire puisque WhatsApp est crypté. Donc c'est là la problématique par rapport au fait de pouvoir filtrer ou non. Et donc ils essayent de trouver d'autres moyens pour justement arriver un peu à juguler, en tout cas peut-être pas contrôler, mais en tout cas à rendre plus compliqué cette communication. Voilà, parce que WhatsApp est censé être quelque chose de plus groupé, plus privé, et pas de communiquer à des millions de personnes, ce qui était le cas avant, et ce qui en même temps était le cas de manière positive, c'est-à-dire qu'en Inde ou au Pakistan, WhatsApp était vu comme un média, c'est-à-dire que des médias, en fait, donnaient de l'information sur WhatsApp à des millions de personnes, mais donc pour eux aussi, ils ont été quelque part les victimes collatérales des dérives qu'on a pu voir au Brésil. Je disais donc, Mathéouche, tu as été journaliste, tu formes de futurs journalistes aussi. Comment tu leur parles de tout ça ? Est-ce que tu les équipes pour qu'ils puissent se débrouiller, se dépatouiller dans ce monde un peu cruel des algorithmes et des bulles de filtre ? Cruel ou pas, hein. Mais, en fait, quand je récupère des étudiants, ils ont tous au moins 18 ans, je dois presque un peu, pour certains, les déverrouiller. C'est-à-dire qu'en secondaire, il y a quand même pas mal on présente les réseaux sociaux comme le diable, c'est-à-dire on dit aux jeunes ne mettez pas votre identité, faites attention à tout ce que vous écrivez. Donc en fait le côté algorithme, le côté danger, quand je les récupère, en général ils l'ont. Ah oui. D'ailleurs je leur dis tiens maintenant vous êtes en communication, donc si vous faisiez des métiers qui sont loin de la com, les réseaux sociaux vous n'en avez peut-être pas besoin, mais dans la com vous devez avoir une présence et donc vous devez mettre votre nom. Pour certains c'est déjà très très difficile. Ah oui, il y a une crainte quoi. Il y a une vraie crainte. D'ailleurs, pour ceux qui disent, moi je dis toujours, si quelqu'un ne veut pas vous engager parce que vous avez fait une bêtise sur Skyblog quand vous avez 13 ans, j'ai toujours dit ne travaillez pas pour ces gens parce que voilà, je pense qu'il y a un souci. Et donc moi je les mets sur les réseaux sociaux, certains, et l'idée c'est en classe, parce que quand j'ai le temps de les avoir une année, c'est qu'en fait je les suis tous. Et je leur explique ce qui est bien, ce qui est pas bien. On essaie de placer en curseur. Puis on a des discussions en classe sur tiens, il y a ce poste-là. Et clairement, c'est l'éducation média que je fais finalement dans ces cours où je suis censé leur apprendre les réseaux sociaux. Enfin, je leur apprends pas vraiment à utiliser parce qu'ils savent plus ou moins. Et quand ils savent pas, il y a tellement de tutos sur Internet qui sont très très bons. Par contre, il y a cette vraie posture de dire tiens, oui, ça m'a dérangé, ça m'a pas dérangé. Pourquoi je l'ai fait? Voilà. Et après, l'idée, c'est que moi, j'ai un côté optimiste, j'essaie de leur montrer tous les côtés positifs des réseaux sociaux, comment professionnellement il y a moyen d'en tirer d'énormes avantages, comment on peut apprendre tellement de choses sans bouger de chez soi, et puis finalement choisir où on va aller et rencontrer quelle personne. Donc quelque part, je leur apprends à se créer des bulles, pas une bulle, mais des bulles. Ça, c'est pour les étudiants un peu plus âgés. Florence, je voudrais revenir vers toi pour les plus jeunes. Tu as un passé d'enseignant aussi. Oui. Et donc, je voudrais voir avec toi comment on aborde ces questions en secondaire. Est-ce que c'est facile, quand on est dans une posture d'enseignant, d'expliquer ça à des élèves un peu plus jeunes? Et aussi peut-être l'intervention d'Action des médias jeunes et ce genre de projet dans cette situation-là. Oui,
tout à fait. Mais en tant qu'enseignant, enseignante, c'est quand même pas du tout un sujet qui est facile à aborder. Déjà parce que souvent, on a sa matière à soi à enseigner et l'éducation aux médias n'en fait pas spécialement partie à la base. C'est en train de changer, hein, c'est rentré dans des nouveaux programmes, etc. Mais parfois, l'enseignant et l'enseignante peuvent se sentir peut-être pas assez formés pour ça. D'où le fait qu'ils font appel à des structures comme Action Média Jeunes pour venir en renfort. Nous, on fait aussi, des outils pédagogiques. Ouais. On fait aussi des outils pédagogiques pour que les profs puissent les utiliser directement en classe, parce qu'il n'y a vraiment aucune honte à ne pas être un pro de l'éducation média quand on est enseignant aujourd'hui. Mais bon, voilà, c'est bien de se faire aider par des documents pédagogiques ou une venue d'Action Média Jeunes. Moi, je me disais quand même qu'il y a aussi autre chose qui me frappe quand je parle d'algorithme avec des jeunes. Je pense plus entre 14 et 14-16 ans, quelque chose comme ça. La question qu'ils vont plutôt me poser, loin d'un côté anxiogène, je dois dire que ça, je le ressens moins à cet âge-là, c'est qu'ils me disent, oui, mais en fait, est-ce que c'est si grave que ça ? Est-ce que c'est si grave que ça que... Oui, finalement, c'est quoi le problème, quoi ? C'est ça, voilà, ils me disent, j'entends bien ce que vous me dites, mais est-ce que c'est si grave que ça, finalement, qu'on me recommande, là je parle d'algorithme de recommandation précisément, est-ce que c'est grave que dans mon fil Instagram, on me mette telle publicité ou tel contenu sponsorisé En fait, je vois pas où est le problème. Et donc, du coup, voilà, c'est là que vient la déconstruction en disant... en fait, le problème, éventuellement, c'est de se dire qu'il y a quand même tout un système de traçage derrière ce que tu regardes. Et donc, parfois, il tombe vraiment des nues quand on dit, tu sais, ton historique, ce que tu as été voir avant, le temps que tu as passé sur telle ou telle vidéo, tout ça influe sur le contenu qui t'est proposé. Et finalement, ça veut dire qu'on oriente le contenu que tu reçois, tout est personnalisé. Alors peut-être que si c'est pour des grandes idées pour lesquelles tu te bats, tu trouves ça super, mais peut-être que quand on te propose un contenu commercial, peut-être que tu peux te sentir manipulé éventuellement. Et donc là, souvent, ils se disent « Ah oui, ok, d'accord, je vois un peu plus la perspective citoyenne ». Ok, mais je vais vous proposer justement pour les jeunes, les gens qui nous écoutent, finalement on entend les discours, on comprend plus ou moins ce que c'est une bulle de filtre, un algorithme, on peut se sentir, c'est quoi les conseils que vous pourriez leur donner tous les deux pour naviguer, pour essayer de profiter au maximum de ces bulles de filtre sans en être victime finalement. Je vais laisser parler Mathéo en premier, je pense. Mathéouche, tu as entendu la question de Gaëtan ? Mathéus. On n'entend plus Mathéus. Voilà. Je vais rappeler Mathéus, excusez-moi. Ça va, je peux répondre. Oui, Florence. Voilà. Donc, les conseils qu'on leur donne, c'est, comme je disais tout à l'heure, d'une manière un peu humoristique, leur dire de rendre l'algorithme curieux. L'algorithme, finalement, il ne fait jamais que ce que l'humain qu'il a créé à la base demande. Il y a des humains derrière. Voilà, il y a des humains derrière, ça c'est quand même toujours important de le rappeler. Et de se dire, voilà, si ton algorithme, il observe un peu ce que tu fais, il te donne une orientation en fonction de ça, eh bien, va voir des choses différentes que ce qui t'est proposé. Une astuce toute simple, c'est d'aller sur un autre moteur de recherche que Google, tout simplement. Se dire, tiens, fais une recherche sur Quant, une recherche sur DuckDuckGo. Avec ça, nous non plus, on n'est pas toujours équipés, on n'y pense pas, on n'y songe pas forcément. Avant de travailler dans l'éducation aux médias, tu sais, j'étais enseignante et je ne pensais pas à tout ça. C'est vraiment des choses que j'ai découvertes avec le boulot et que je répercute aux autres avec plaisir. Mais effectivement, ce n'est pas des choses auxquelles on pense, ou on le sait vaguement. Moi, je savais vaguement que Quant existait, mais je ne l'utilisais pas. Donc, on varie les moteurs de recherche, c'est peut-être un premier conseil. On varie les moteurs de recherche, se pencher un peu sur les cookies. Mathéus est de retour, je pense. Je m'attendais. Voilà. Tu entends Mathéus, là, du coup ? On va terminer les conseils de Florence. Là, Mathéus nous entend, logiquement. Elle nous a entendu, voilà, super, excusez-moi. On prend les conseils de Florence. Les bons conseils, Donc, je parlais d'autres moteurs de recherche, se pencher sur les cookies, simplement. Parce que bien souvent, on clique dessus vite fait en se disant, oui, ça va, j'ai accepté, je passe à la suite. Mais bon, ça vaut quand même la peine d'aller lire plus en profondeur, de voir ce qu'on accepte ou pas. Bon, parfois on n'accepte pas et ça rend la navigation très compliquée, mais voilà, au moins ça permet de se poser la question. Moi, j'accepte rien. Ok. Voilà, oui, non, mais parfois quand on parle avec des jeunes de 14 ans, ils me disent, oui, mais attendez, si j'accepte rien, je pourrai plus rien faire et ça ne va pas, quoi. Donc simplement dire, voilà, prends au moins une fois le temps de tout lire et de voir en quoi ça
Ça consiste, et parfois, nous, ça m'est déjà arrivé en animation, on télécharge ensemble une animation et on regarde les paramètres. Alors, par exemple, bêtement, si on télécharge une appli de lampe de poche, on doit plus souvent le faire, c'est souvent sur le téléphone, mais soit, on voit par exemple qu'il faut absolument permettre la géolocalisation. Pour télécharger une lampe de poche, se dire, pourquoi, quelle est la raison. Et donc voilà, quand on télécharge une application, aller voir plus loin ce qu'il en est. Voilà, parfois, quand on fait une recherche sur un réseau sur un moteur de recherche, ne pas hésiter à refaire la même, mais sur un autre moteur de recherche pour comparer, regarder. C'est ça. Et puis tout simplement lire d'autres sources que celles qui nous sont proposées en premier. D'accord. En se disant, si vous avez l'habitude de faire une recherche sur Google et de lire les 3 premiers résultats, en fait, allez beaucoup plus loin. Laissez-vous surprendre, allez voir et... S'inquiéter de l'utilisation de nos données. Voilà, parce qu'il y a l'utilisation commerciale, mais il y a plein d'autres formes d'utilisation aussi. Oui, tout à fait. Alors Mathéo, si tu nous entends, la question c'était pour des ados, pour des jeunes, ou comme Olga qu'on a entendu tout à l'heure, si tu avais 2-3 conseils en plus à rajouter à ce que Florence vient d'expliquer. Je ne sais pas. Je pense vraiment que c'est ça la curiosité. Si on m'écoutait, on apprendrait aux enfants en primaire à utiliser Google, à utiliser un site de traduction, à utiliser un correcteur orthographique, ce qui sont un peu la base, mais en fait, correcteur orthographique aussi. On met un correcteur orthographique, si on clique sur le premier truc, on n'a pas forcément la bonne réponse. Donc c'est la même dynamique. C'est-à-dire que on parle d'éducation média. Moi, je pense vraiment que ça, c'est des basiques qu'on doit, en primaire, quand on sort de primaire, on doit savoir gérer tout ça. Moi, je le vois comme ça. Et donc, ça, c'est pas vraiment un conseil, mais le conseil, moi, je dis aussi, il faut apprendre à son algorithme ce qu'on veut et lui apprendre pas juste ce qu'on aime. Donc là, c'est une vraie démarche qui est parfois complexe, mais après, on a des réseaux sociaux qui sont intéressants, qui ne sont pas juste, qui ne font pas que confirmer qu'il n'y a pas que des biais de confirmation. Mais donc voilà, moi mes réseaux sociaux, voilà, je vois tous les problèmes qui sont dedans, mais les miens, dans moi ce que je vois, ou que ce soit sur LinkedIn, sur Instagram, sur Facebook ou ailleurs, eh bien j'ai des choses qui m'intéressent et qui m'apprennent des choses tous les jours. Voilà. Mais après, voilà, moi je le sais depuis 15 ans, et ça fait 15 ans que je suis actif. Et un des problèmes quelque part, c'est qu'il faut être actif. C'est-à-dire que si on est inactif sur un réseau social, eh bien l'algorithme n'apprend rien et c'est lui qui choisit. Ouais, c'est ça. Okay. Il ne faut pas laisser l'algorithme trop choisir, se nourrir de diversité. Oui. Actif, curieux. Ouais, si je peux me permettre aussi, on parlait beaucoup de partialité et de choix, mais en fait justement on avait le témoignage d'un jeune, puisqu'on a beaucoup parlé pour eux, qui nous avait parlé de cette partialité et justement de ce qu'il en vivait. Je ne sais pas si ça serait peut-être terminer par là. Ouais. Oui. Je me disais que ce serait bien de le passer maintenant, parce qu'on a beaucoup parlé de ça. Donc c'est Ara, un étudiant que nous avons interrogé par téléphone. Sophie, tu voulais dire quelque chose ? Non, je veux dire que c'était très chouette de la part d'Ara de nous avoir parlé aussi longtemps, parce que vraiment, il nous a donné de son temps. Alors on vous rappelle que les entretiens longs sont à trouver sur olthem.be, puisque encore une fois ici pour Ara, nous avons dû faire des choix et sélectionner 39 secondes sur un entretien de plus de 10 minutes. Donc désolé, ce sont les choix du montage. Par exemple de personnes qui vont faire des recherches sur des théories du complot et l'algorithme qui est juste pensé pour nous mettre aller en lien avec des trucs qu'on aime bien, qui va continuer en fait à amener des gens dans des spirales où ils seront forcément dans des environnements plus négatifs. Donc c'est autant quelque chose de positif que ça peut être de négatif. Et encore une fois, l'algorithme, même si il y a ce côté un peu, comment dire, pas juste mais impartial, il ne faut pas oublier que la personne qui l'a codé, en général, elle est plus partiale. Donc c'est ça qu'on oublie souvent, je trouve, dans l'algorithme. Témoignage d'Ara, donc effectivement, que nous avons recueilli pour les besoins de l'émission. Voilà. Alors peut-être une dernière réaction sur ce qu'Ara disait ici. Oui, je trouve ça super parce que ça confirme vraiment ce que pense Action Média Jeunes et l'éducation média de manière générale, à savoir que les jeunes, ils se posent des questions, les jeunes se renseignent et... on peut dialoguer avec eux. On peut dialoguer, oui, c'est ça. Ils sont moins ouverture. Moins naïfs qu'on ne le pense, ou qu'on veut le croire. Oui, tout à fait. Et j'aime bien l'idée qui souligne justement cette création humaine de l'algorithme et que l'algorithme ressemble... finalement à son concepteur ou sa conceptrice, pour moi ça résume déjà vraiment beaucoup de choses par rapport aux algorithmes. Mathéus ?
Ben oui, moi je suis tout à fait d'accord avec ça. Moi je n'ai de cesse de dire que les pires, c'est les quarantenaires et que c'est eux qui devraient avoir plus d'éducation aux médias. C'est-à-dire que les plus âgés, ils font plus attention en général, voire pas trop. On a quand même vu qu'au niveau, par contre, partage de fake news, les personnes âgées sont bien pires que les jeunes. Mais les quarantenaires, c'est eux qui sont... ça fait 20 ans qu'ils ont Internet et en fait ils pensent tout savoir et en fait quand on regarde les réseaux plein de gens de 40 ans, c'est vraiment catastrophique sur comment ils gèrent l'image de leurs enfants, comment ils racontent, ils s'épensent de tout et en fait il n'y a aucun jeune, quasi aucun jeune qui fait ce genre de choses. Ils savent très bien où sont les limites, beaucoup plus que leurs parents. D'ailleurs il y a Action Média Jeune a sorti d'études Génération 2020. C'est Média Animation. C'est Média Animation. Où travaille Martin. Oui, voilà. Voilà. Et il y a, ce qui est intéressant de voir, c'est le nombre de jeunes qui disent que leurs parents ont une utilisation problématique des réseaux sociaux. Oui, il faut les recadrer, les parents. Ouais. Voilà. Et donc, on nous le dit souvent sur le terrain aussi. Oui. On dit souvent pour blaguer qu'en fait Facebook c'est devenu le tonton bourré du Nouvel An qui maintenant a une audience plus large que la table de Nouvel An. C'est un peu ça pour blaguer. Voilà. Mais donc voilà, je pense que les jeunes sont, alors pas tous évidemment, pas tous au courant, mais ils sont beaucoup plus au courant finalement parce qu'ils parlent entre eux, parce qu'ils mine de rien dans les écoles, même si toutes les écoles ne font pas l'éducation aux médias, il y a des profs qui font, et donc il y a un discours que beaucoup d'adultes n'ont jamais eu de leur vie par rapport à leur gestion des réseaux sociaux, de leur utilisation d'Internet, de Google ou de plein d'autres choses. Moi parfois je dis des trucs qui me semblent tellement simples à des gens de mon âge. Et dit, mais j'ai jamais entendu parler de ça de ma vie. En fait, c'est logique. À quel moment, eux, on leur donne un conseil d'utilisation des réseaux sociaux En fait, il n'y a jamais eu. Alors, de la discussion avec des jeunes, des ateliers, c'est ce qu'on va proposer. On va en parler dans la deuxième partie de l'émission. Tout d'abord, je voulais vous remercier, Mathéus et Florence, pour vraiment ces échanges super riches. Super enrichissant, en effet. Avec plaisir. Voilà, on va passer une petite pause musicale et puis on se retrouve tout de suite après. Vous êtes toujours avec nous sur UFM en collaboration avec le Mondaneum, la Maison de la Presse et Action Média. Si je ne dis pas Jeune. Action Jeune Média, excusez-nous. Donc voilà, vous avez vu, ça fait quand même pratiquement presque une heure que nous sommes ensemble, mais il faut encore un peu de temps pour nous connaître. Nous sommes de retour donc pour l'émission On a l'info. On a que l'info qu'on se donne. Attention, c'est vrai, précisons bien quelles sont les limites. Bon, alors en fait, j'ai présenté le Mondaneum et la Maison de la Presse. Eh bien, vous ne le saviez peut-être pas, mais ils font de l'éducation aux médias. Mais la question, c'est pourquoi vous faites de l'éducation aux médias, justement ?
Le Club de la Presse, c'est depuis un bon moment, ça va faire 40 ans qu'on existe. C'est un relais en fait, depuis qu'on existe, depuis sa création, entre les journalistes, les communicants et tous ceux qui ont un message à leur transmettre. Pour médiatiser leurs activités, leurs initiatives. Il y a de moins en moins de conférences de presse, c'est clair. Mais dans ce cadre d'information, de transmission, de rencontres avec les journalistes, on se rend compte quand même qu'il y a un gap, il y a un fossé de plus en plus grand qui se creuse entre les citoyens et les médias. Et il nous a semblé vraiment urgent de raconter aux gens comment circule une information, quels sont les mécanismes derrière tout ça, et de faire se rencontrer de nouveau les gens et les journalistes autour des thématiques comme les fake news, les théories du complot, par exemple, on en a parlé. Et ça nous semblait vraiment essentiel que les journalistes et les citoyens puissent participer ensemble à la construction de la démocratie, en fait. Parce que parfois, on entend trop souvent un terme que j'aime pas trop, c'est les merdias. Mais voilà, chacun de son côté essaye de faire son possible. Et je pense que nous, on essaye d'être un petit maillon de cette chaîne-là, et c'est important que ça ne casse pas. Pour travailler de cette manière-là, on travaille en synergie, notamment avec le Mundaneum, qui est notre partenaire privilégié sur le projet. Oui, tout à fait. Je vais vous expliquer un petit peu. Je vais reprendre l'histoire du Mundaneum. Tout à l'heure, on parlait d'algorithmes qui permettaient de trier des infos dans un univers où il y avait énormément d'infos sur Internet. En fait, Paul Hotelet, Henri Lafontaine, qui sont les fondateurs du Mundaneum, en 1895, ils voulaient créer un système de classement pour répertorier toute la connaissance du monde et dans un objectif de paix. Donc leur idée était vraiment, si on partage des bonnes infos, les mêmes infos, peut-être qu'on arrivera à avoir un monde qui tourne un petit peu plus rond et qui en tout cas est un peu plus en paix. Alors aujourd'hui, nous, dignes héritiers de cet héritage au Mundaneum, on s'est dit comment on peut faire aujourd'hui pour continuer un peu cette mission qui est vraiment dans notre ADN. Ça passe par de l'éducation média, par de la discussion avec des jeunes. On se dit que si on fait en sorte que les jeunes, les adultes de demain s'informent bien, discutent entre eux, évoluent dans un monde un peu plus juste, un peu plus interculturel aussi, eh bien peut-être que la société de demain sera mieux. Et donc c'est notre petite pierre à l'édifice. Et puis pourquoi on fait de l'éducation aux médias ? C'est aussi au fur et à mesure de lancer des projets en éducation aux médias. On rencontre des professeurs, des enseignants qui nous disent ne pas avoir les bons outils, ne pas savoir comment faire pour aborder la question avec des jeunes. Et donc voilà, on leur propose notamment avec ce projet qui nous occupe des outils en fait et aussi un moment dans l'année où ils viennent chez nous et on prend vraiment 2 heures pour aborder la question en dehors de l'école avec des bâtons rompus, avec de la discussion avec les jeunes. Ces projets, on les a lancés il y a déjà quelques années, on s'est intéressé à plusieurs sujets et on a toujours eu le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui trouve que c'est essentiel en fait d'aborder ces questions avec les jeunes. Et donc on a reçu ce label PCI de promotion de la citoyenneté et de l'interculturalité qui nous permettent, je l'ai dit sans faire de faute, qui nous permettent de développer des projets avec une thématique par année. Alors vous l'avez compris, cette année c'est Olga qui s'intéresse aux algorithmes. L'année prochaine, en 2021, ce sera Théo avec les théories du complot. Et puis ce sera Mehdi qui s'interrogera sur la confiance envers les médias. Et donc Denis, si la porte est toujours ouverte, peut-être qu'on se recroisera ici en studio pour aborder ces autres questions. Et en tout cas, on voulait vraiment encore une dernière fois te remercier toute l'équipe de UFM. Vous l'avez compris, normalement, on devait se retrouver physiquement au Mundaneum avec une centaine de jeunes qui courent dans le musée. C'est malheureusement impossible en cette période un peu compliquée de Covid-19. Mais voilà, grâce à UFM et grâce à la radio, on peut quand même partager un moment et partager des réflexions. Et vous faire vous parler de notre projet. Il y a un écho qui est donné par UFM. Merci. Mais un grand merci à vous. Et c'est normal en tant que média de soutenir aussi les actions concrètes visant à éduquer aux médias et puis surtout donner la voix. C'est la mission de UFM. Écoutez, on est une roue de secours, mais heureusement, le dépanneur va bientôt arriver. Donc, on peut espérer qu'il y aura une suite à tout ceci. Comme tu l'as dit, c'est un plan sur 3 ans. Est-ce qu'on peut concrètement parler des suites du projet, ce qui va arriver ? Alors, la suite de cette année, c'est la valise pédagogique. Qui sera disponible sur simple demande. Alors il y a des ateliers clés sur porte, parce que l'idée c'est quand même de se rencontrer et d'être actif autour des thématiques. Alors il y aura une partie expression avec un atelier slam, il y aura un atelier philo aussi pour débattre de ces questions essentielles, existentielles même. Il y a une partie production
avec un atelier d'écriture narrative. Vous pourrez partir dans vos rêves les plus fous pour nous parler des algorithmes et des bulles de filtre et écrire tout ça. Et le dernier atelier, c'est Action Média Jeune, Florence, qui le porte. Oui. Je te laisse présenter l'atelier. Ok, alors déjà nous c'est toujours avec plaisir que nous collaborons avec vous et toujours avec plaisir aussi que nous venons dans ce très bel endroit qu'est le Mundaneum, hein, c'est vraiment un magnifique endroit. Et alors là on vous propose un projet, je pense que vous n'allez pas en revenir, parce qu'on vous propose de travailler pour YouTube. Carrément. Wow. Oui, carrément. Et donc voilà, les jeunes qui auront la chance de participer à nos ateliers deviendront des créateurs d'algorithmes pour YouTube. Donc, c'est-à-dire qu'on va leur dire, voilà, vous avez ici une série de musiques, une série de vidéos qu'on vous propose et vous allez devoir créer un algorithme pour organiser un classement. Wow. Oui, carrément. Alors là, je ne veux pas perdre une partie de l'auditoire qui se dit « Oh mon Dieu, algorithme égale mathématiques, mathématiques égale angoisse absolue ». Eh bien, pas du tout. Sachez-le, moi j'étais professeure de français et j'avais des petites angoisses par rapport aux mathématiques et pourtant, je n'ai aucun problème à formuler un algorithme pour cette animation puisque ça peut être aussi formulé sous forme de mots. Donc, pour ceux qui aiment les mots plus que les chiffres, soyez les bienvenus aussi. Donc, sachez-le, c'est vraiment l'idée de faire une formule, de faire un petit calcul pour essayer de faire un premier classement avec quelques chansons. Et puis, évidemment, comme vous le savez, une fois qu'on a créé un algorithme, on ne peut plus le changer. Et après, on devra l'adapter à des contenus beaucoup plus larges et puis comparer en équipe les résultats. Et puis, je ne vous raconte pas la suite parce que, bien sûr, vous viendrez. Non. Mais voilà, sachez-le, vous allez travailler pour YouTube et ce sera une énorme chance si vous venez. Florence fait des vidéos. Ouais. Oui, c'est pas mal, hein. Ce sera au Mundaneum, dès qu'on peut, en fait. Dès qu'on peut accueillir des jeunes au musée, on les accueille. Et Florence, tu seras là pour faire cet atelier. Tout à fait, avec mes collègues, je serai là, oui. Je voulais vous parler d'une dernière chose au projet, c'est un web documentaire. Donc on parlait de fil rouge au début d'émission. Le web documentaire, c'est vraiment le fil rouge de notre projet. Vous allez le retrouver sur Internet, sur olthem.be. Et ce web documentaire, ça va permettre vraiment c'est l'histoire en fait, c'est l'histoire d'Olga qui a été à la rencontre d'experts, qui a posé des questions, qui essaye d'en savoir plus sur la thématique. Et donc vous allez pouvoir creuser vraiment les thématiques de chaque année avec les web documentaires. Ce sera interactif, donc vous pourrez cliquer, aller plus loin dans le sujet, sur les sujets qui vous intéressent vraiment. Tout ça est donc sur le site internet olthem.be, olthem.be. Donc interactif, mais aussi donc participatif, puisque pour tous les intéressés qui nous écoutent, comment peut-on prendre part au projet ? C'est assez facile en fait, et c'est surtout gratuit. Il suffit de nous contacter sur les réseaux sociaux ou par mail pour recevoir une chouette valise pédagogique, vraiment cool, avec quelques petits cadeaux. On joue au Saint-Nicolas, au Père Noël. Vous pourrez aussi réserver des ateliers à aller faire, comme on l'a dit, au Mundaneum. Voilà, alors un seul site web, je vais encore le répéter pour l'exercice, olthem.be, olthem.be, et une adresse mail info@mundaneum.be. N'hésitez pas, si vous voulez prendre part au projet, si vous voulez juste avoir plus d'infos, si vous voulez faire un atelier, on est vraiment disponible pour vous y répondre. Et pourquoi pas aussi, Denis, sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, donc sur nos réseaux, nous les diffuserons sur Facebook et sur tous vos réseaux habituels. On veut faire diffuser un maximum d'informations et garder le contact avec vous pour que ce projet ne soit pas que le nôtre, mais aussi le vôtre. Voilà. Ok. Écoutez, un grand merci. Je pense qu'il est temps de clôturer. Ça a été un bon moment. Ça a été riche. Franchement, ça a été dense en 1 heure. Je n'ai pas vu le temps passer. Voilà donc le temps de vous remercier toutes et tous. Donc Sophie, Florence, merci, ainsi Denis, que Gaëtan, Martin et Victor qui nous ont eu par téléphone, et Mathéus que nous avons eu aussi en présentiel, distanciel, en mode Covid-19. Que voulez-vous, c'est comme ça. Donc voilà. Alors on a voulu vous quitter sur une dernière petite peut-être capsule, appelons ça, une dernière petite intervention. Sophie, Gaëtan, nous avons posé la question à chacun des intervenants. Et à des étudiants. À des étudiants, très important aussi. Que feriez-vous si vous-même, vous étiez un algo ? Florence vous invite à devenir créateur d'algo. Mais que feriez-vous si vous-même étiez un algo ? On se quitte là-dessus et on vous retrouve pour la suite du projet, pour le documentaire. Et pour 3 ans, on est parti pour 3 ans les amis. Merci, à bientôt. Merci, merci beaucoup, merci.
Je pense que si j'étais un algorithme, j'essaierais d'être un algorithme qui diversifie le plus possible ses sources. J'imposerais un petit peu plus aux gens des recommandations et des publicités pour tout ce qui est des produits locaux et un petit peu faire le mélange entre les recommandations, souvent diabolisées, et une impulsion en fait de consommer beaucoup plus proche de chez soi. J'aimerais beaucoup être le Netflix de l'éducation média. Et de se dire qu'en fonction de ce qu'ils regardent sur Internet, de ce qu'ils consomment comme produits culturels, que nous, on puisse avoir un algorithme qui nous dise « Tiens, voilà, ce qu'ils regardent en ce moment, ce qui les intéresse. » Et les besoins par rapport à l'éveil de leur esprit critique se trouvent exactement là. Ce serait surtout de bien faire la différence entre les fake news et des articles qui sont certifiés, parce que parfois, même des journaux qui sont assez connus et réputés balancent des informations comme ça sans même vérifier leurs sources. On est des algorithmes, c'est-à-dire que les algorithmes, comme on les entend, ce sont des formules mathématiques qui sont très basiques, mais nous, on est des êtres humains, on a un cerveau, notre cerveau, en fait, c'est une explosion d'algorithmes les uns mis sur les autres, et finalement, on l'exploite un peu comme on veut. Donc voilà, l'idée, c'est peut-être d'aider les autres, c'est peut-être ça mon algorithme.